selon vous, qu'est-ce qu'un testeur de jeux vidéo? Un testeur de jeux vidéo, c'est quelqu'un qui a la chance d'être payé pour jouer déjà. Je trouve que c'est pas mal, c'est pour ça que je fais ce métier. Et puis c'est l'équivalent d'un critique de cinéma. C'est-à-dire que les gens vont voir les films et après ils donnent leur avis sur le film qu'ils ont vu et ils te donnent envie d'aller le voir ou pas. Nous on fait le même boulot mais avec des jeux vidéo. Notre boulot ça consiste à essayer les jeux, y jouer le plus possible, de s'approcher le plus possible de l'expérience que va vivre le joueur ensuite. Et puis donner son avis, remettre le jeu vidéo dans son contexte par rapport aux autres. Si tu fais un jeu de foot, tu dois le comparer au jeu de foot précédent et peut-être au jeu de foot futur. On peut comparer de manière assez technique, parce que le cinéma c'est très subjectif. Tu peux aimer un film ou le détester, alors que nous on a des critères techniques de graphisme, de jouabilité, de vitesse d'image. Enfin, on a vraiment des critères techniques aussi qui rentrent en ligne de jeu. C'est moins subjectif le jeu vidéo. Tout le monde est d'accord pour dire qu'un jeu vidéo est pourri, alors qu'un film pourri, ça dépend de qui regarde. D'accord. Quelles sont les formations pour devenir un testeur vidéo? Il n'y a pas trop de formations, la plupart sont autodidactes. Après, moi j'ai fait une formation, j'ai fait un bac B, alors je sais que ça n'existe plus, c'est économie en fait. Après j'ai fait une fac de communication, j'ai un DUG et une licence et une maîtrise de communication. Donc si tu dois choisir une formation, c'est plutôt une formation de journaliste. Parce que c'est ça ton boulot en fait. On reste des journalistes avant tout. Simplement au lieu d'aller, je sais pas, sur un endroit où il y a la guerre pour faire un reportage, nous on va dans un endroit où il y a la guerre pas dangereuse, comme Call of Duty, pour dire ce qu'on en a pensé. Donc c'est bien moins dangereux que le vrai métier de journaliste. On fait ça de chez soi en général. Mais c'est un peu la même mécanique, c'est-à-dire que tu vas là où le public ne peut pas aller a priori pour décrire ce que tu y vois. Et en général, on a les jeux avant les gens, ce qui fait qu'on peut, avant même que le jeu soit sorti, donner un avis sur un jeu aux gens qui ne l'ont pas encore vu. Voilà. Donc, c'est un métier de journaliste. D'accord. Est-ce difficile de devenir testeur de jeux vidéo? Oui, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes, mine de rien. Moi j'ai commencé, il n'y avait que la presse écrite, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de chaîne de télé et tout ça. Maintenant il y a beaucoup de choses, mais par exemple les magazines dans la presse, il y en a de moins en moins. On avait quand même, je pense, plus d'une trentaine dans les années 90 jusqu'à 2000, et puis après c'est tombé vraiment de manière incroyable, les tirages de la presse sont tombés, parce qu'il y avait internet et tout ça. Là, il y a un petit revival avec quelques magazines comme JV Le Mag qui sortent, qui ressortent, mais ça reste quand même, la presse écrite, c'est très peu. Après, il y a tout ce qui est Internet, mais Internet, c'est gratuit, donc c'est difficile de se faire payer en travaillant pour un site qui offre ses infos gratuitement. Et après, il reste la télé, comme Game One, No Life, et là, on est très peu nombreux, il y a peu de budget, donc finalement, c'est très dur d'être journaliste spécialisé dans le jeu vidéo aujourd'hui. Dans quel cadre travaillez-vous? Normalement, un testeur de jeu, si tu es testeur de jeu, ou en tout cas journaliste spécialisé dans le jeu vidéo, tu travailles beaucoup chez toi, parce que tu vas tester les jeux chez toi évidemment, écrire aussi chez toi, parfois aussi filmer, saisir les images de jeu, ça peut se faire à la maison, ça peut se faire aussi dans le magazine pour lequel tu travailles, ou la chaîne pour laquelle tu travailles. Enfin, la plupart sont quand même des pigistes, qui sont payés à l'article. Et ils travaillent chez eux pour la plupart. Donc, souvent, c'est travail à la maison, et puis de temps en temps, on vient à la rédaction pour ramener ses reportages, etc., ou faire le montage, si on n'a pas les moyens techniques de le faire soi-même. Et puis nous, dans le cadre de la télé, évidemment, il faut qu'on vienne dans le studio pour enregistrer les émissions. Donc là, on est, pour nous, en tout cas, pour Game One, dans le cadre d'un vrai studio télé, avec un décor, un fond vert, des caméras, des ingénieurs du son, enfin voilà, toute une équipe que n'ont pas les youtubeurs par exemple qui travaillent tout seuls dans leur petite chambre. Eux sortent carrément pas de chez eux. C'est triste. Comment sont recrutés les testeurs, les critères de compétences? J'ai l'impression que c'est beaucoup par connaissance en fait. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui veulent faire ça que on prend les gens qu'on connaît et qu'on aime bien. Donc c'est un peu par copinage, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît, et c'est très dur de rentrer dans ce milieu en fait. Donc, on arrive petit à petit, on va se faire 2-3 contacts et à se faire repérer un petit peu, mais c'est vraiment pas facile de rentrer dans ce milieu. C'est vraiment un milieu où il n'y a pas beaucoup de place, et l'entrée est vraiment très difficile. Et puis c'est pas tellement par CV ou tu
vois, des CV, on en reçoit des dizaines, je pense qu'on les regarde même pas en fait. Donc, bon, je ne suis pas responsable du personnel ici, hein, mais je pense que, à part de temps en temps qu'on a besoin d'un stagiaire, on va regarder un CV, mais sinon, quand on engage des journalistes, c'est des gens qu'on connaît déjà en fait. Donc je pense pour un jeune journaliste, quelqu'un qui veut débuter là-dedans, c'est très 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 dur de s'infiltrer dans ce milieu. Maintenant, l'avantage qu'il n'y avait pas à mon époque, c'est qu'il y a des sites internet, il y a YouTube. Donc je recommande toujours aux gens qui veulent faire ce métier de faire leur site internet, de faire leur site YouTube, ne serait-ce que pour se rendre compte de la difficulté de l'exercice, parce que quand tu dois fournir régulièrement des vidéos ou des articles, c'est pas du tout la même chose que quand tu fais un article quand tu as le temps, et voilà. Là tu te rends compte de l'exigence que ça représente, du rythme de travail que c'est, et c'est pas du tout pareil jouer à un jeu vidéo et tester un jeu vidéo, c'est pas du tout la même chose, tu n'es pas du tout dans la même configuration qu'un joueur normal. Est-ce qu'il y a des places limitées pour être testeur, c'est-à-dire dans l'entreprise, voilà, il y a vraiment des places limitées? Il n'y en a pas beaucoup, ouais. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup, naturellement. Enfin, tu vois, nous, Tim et moi, on a une émission qui parle de jeux vidéo qui fait l'actu. Il doit y avoir 2 ou 3 journalistes ici qui travaillent dessus. Et on est la plus grande chaîne de jeux vidéo en France et peut-être même au monde. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres chaînes de jeux vidéo. Après, tu as des sites comme Gamecult, jeuxvideo.com qui emploient des testeurs et des journalistes. Mais c'est pareil, je pense que chaque magazine, s'il y a 10 journalistes qui travaillent sur ces magazines, c'est déjà beaucoup. Hein. Il y a des sites où il n'y a que 1 ou 2 journalistes. C'est un salaire brut ou net? Le salaire, tu veux savoir le salaire? Oui. Alors ça dépend ça dépend Les entreprises. Ouais, si tu travailles pour Internet, si tu travailles pour la télé, tout est varié. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu à faire des piges, donc je ne saurais pas te dire quel est le tarif actuel. J'imagine qu'un test est payé aux alentours de entre 100 et 300 euros. Ça doit être à peu près ça. Mais tu vois, c'est un test, si tu veux bien le faire, c'est 2-3 jours de travail pour essayer le jeu. Et puis au moins une journée d'écriture, si tu veux que ce soit bien fait. Si tu dois avoir une vidéo, il faut filmer le jeu, il faut faire un montage, voilà. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas énormément payé pour arriver à faire un salaire correct. Je sais pas, de plus que le SMIC, on va dire, je sais pas, 2000 € par mois, ça me paraît pas mal déjà. Il faut faire beaucoup de tests pour arriver à un salaire correct. Est-ce qu'il y a une évaluation de débutant à, je sais pas, être un bon testeur? Ou sinon c'est le même pour... C'est pas formalisé, on n'a pas de grille des salaires, chaque magazine, chaque site internet, chaque chaîne fait comme il veut, après c'est négocié au coup par coup avec chacun. Moi ça fait 25 ans que je fais ce boulot, donc on pourrait se dire que je suis incroyablement bien payé, c'est absolument pas le cas. Ça monte, mais ça monte très doucement. C'est en fonction des moyens des chaînes en fait, tu vois. Après, moi je suis connu dans ce milieu-là depuis longtemps, je peux me permettre de demander un salaire qui est au-dessus de quelqu'un qui débute, évidemment. Parce que les gens me connaissent et que si l'article est signé Marcus, ça va faire venir des gens qui ne seraient pas venus si c'était signé machin, ou je sais pas qui. Voilà, donc moi j'ai cette espèce de valeur ajoutée maintenant. Mais il n'y a pas tellement de prime à l'ancienneté ou à la notoriété. Enfin, à la notoriété un peu, mais à l'ancienneté pas trop. Je pense que ton salaire évolue naturellement très doucement. Si ça fait longtemps que tu es dans une entreprise, c'est normal de temps en temps que tu sois un peu augmenté. Mais ça n'est pas mécanique, c'est au bon vouloir de tes employeurs. D'accord. Par exemple, on sait que vous êtes aussi présentateur, communicateur. Est-ce qu'il y a une différence entre votre salaire de testeur et un... Ouais. Normalement, la télé, c'est mieux payé que la presse écrite. Pour la télé normale. Mais nous, on est des petites chaînes du câble et du satellite. Donc, des chaînes comme No Life, par exemple, ont très peu de moyens, tu vois. Mais c'est une différence entre... Enfin, on veut savoir la différence à fourchette. La différence entre les deux? Ouais. Je connais pas les salaires des autres, donc je peux pas te dire quelle est la différence entre quelqu'un qui... Moi, je sais ce que je gagne moi, mais c'est difficile par rapport à... Enfin, je fais un cas unique, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas du tout représentatif de... Je connais pas d'autres journalistes, à part peut-être Bertrand Hamar et Cyril Drevet, qui soient dans le jeu vidéo depuis 25 ans, qui ait fait de la télé et tout ça. Donc c'est difficile de comparer, je sais pas, mon salaire avec celui d'un journaliste chez Gamecult qui commence, ou je sais pas. Selon vous, à partir de quel âge on peut devenir testeur de vidéo?
Ah bah, quand tu vois les vidéos sur YouTube, il y a des gens à partir de 12, 13 ans, 15 ans, 16 ans, ça y est, ils sont à l'aise devant une caméra, ils savent parler d'un jeu, ils ont une bonne connaissance du jeu vidéo et de l'histoire du jeu vidéo, même des jeux qui existaient quand ils étaient pas nés, c'est parfois assez impressionnant. Un gars comme Georges Dugrenier, il n'est pas si vieux que ça, et pourtant il va te parler de jeux limite d'avant sa naissance et tout ça. Parce qu'il rejoue encore avec la vague du rétro gaming. Moi j'y étais depuis le début, j'ai connu Pong depuis le début. C'était pas du rétro gaming pour moi, Pong, c'était l'équivalent d'une PS4 à l'époque, c'est ce qui se faisait de mieux à ce moment-là. Donc après, chacun son petit parcours. D'accord. Et peut-être selon vous, jusqu'à quel âge on ne peut plus être testeur de jeux vidéo? Tu veux dire à quel âge je vais prendre ma retraite? Écoute, je sais pas, moi j'ai commencé là-dedans en me disant, c'est un truc un peu... Le jeu vidéo, quand j'ai commencé, le jeu vidéo c'était un jouet pour les enfants. Vraiment. C'était coloré, ça faisait 2-3 bips, c'était pas très élaboré, c'était pas violent, etc. C'était un jouet pour les enfants. Et à partir de 15-16 ans, 17 ans, ou même un peu plus, si tu continuais à jouer, tu restais un bébé. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait cette image-là. En 95, il y a eu la PlayStation et Sony a tout changé. On a lancé une grosse campagne de marketing et jouer, c'est devenu un loisir comme les autres. Comme aller au cinéma, lire des bouquins, écouter de la musique, etc. C'était même un truc branché pour les ados et les adultes. Donc on a eu des jeux comme Resident Evil, c'était pas Pac-Man, c'est Fantôme. Tout à coup, tu avais vraiment la trouille et ça s'adressait plus aux enfants, tu vois. Ça s'adressait aux adultes. Donc depuis 95, il y a vraiment une bascule qui fait qu'il n'y a plus de honte à jouer quand on est vieux. Donc, mais ça n'était pas le cas quand j'ai commencé. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, bah, c'est un truc un peu d'ado, je vais peut-être faire ça jusqu'à 20 ans, 25, 30, et après je ferai autre chose. Voilà. Même si j'ai jamais eu de plan de carrière en fait. Mais je me suis embarqué là-dedans en me disant, à mon avis, ça va durer une petite dizaine d'années, et puis après, je ferai sûrement autre chose. En réalité, puisqu'il y a eu cette évolution des mentalités, bah, moi j'ai suivi cette évolution. Puisqu'on a le droit maintenant de jouer en étant vieux, bah, je ne vais pas m'en priver. Et donc je vais continuer à donner mon avis sur les jeux, même si j'ai plus 14 ans. C'est évident qu'à mon âge, j'ai presque 50 ans, je ne vois plus du tout les jeux comme les adolescents les voient aujourd'hui. Mais je peux quand même expliquer à ces adolescents ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y aura après, et j'ai une expérience qui me permettent de pouvoir continuer à faire ce boulot sans être complètement largué, parce que j'ai jamais lâché l'affaire. J'ai connu tous les jeux depuis Pong, comme je te dis, mais j'ai toujours continué à jouer. Donc il n'y a pas un moment où j'ai décroché et où je me dirais, merde, je sais plus de quoi je parle. Donc à mon avis, on peut aller loin. Moi, j'espère mourir sur scène une manette à la main. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de retraite. Il y a Alain Hugues Lacour, qui est un des plus vieux journalistes, qui travaillait chez Tilt. Moi aussi, je travaille chez Tilt, chez Console Plus, qui avait pris sa retraite quand il a atteint l'âge de, je dirais, 50 ans, en se disant, oh, j'ai un peu passé l'âge de jouer et tout ça. Et puis il a arrêté pendant 10 ans et puis il est revenu. Et maintenant qu'il a une soixantaine d'années, je pense, il revient, il refait des vidéos, il parle à nouveau de jeux vidéo. Et c'est intéressant d'avoir quelqu'un, tu vois, de plus vieux qui a connu tous ces trucs. Parce qu'il y a vraiment la transmission d'une culture du jeu vidéo qui se fait. Et des gens comme Alain continuent, et je pense qu'il continuera tant qu'il peut, tant qu'il pourra, voilà. Et je ferai comme lui. Voilà. Faut-il signer un contrat pour rester dans l'entreprise? Y a-t-il une durée limitée pour... Si tu as la chance d'être embauché en CDI, bon bah voilà, tu es tranquille. Je pense qu'il y a quand même pas mal de magazines qui font ça maintenant. Ils ont des rédacteurs auxquels ils tiennent, donc ils leur font un vrai contrat. Après, nous, dans la télé, c'est des contrats à durée déterminée, semaine par semaine, tu vois. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'engagement sur l'année. On peut te virer à tout moment. A priori, c'est pas très stable comme boulot. Moi, je connais Game One, je connais No Life. C'est des entreprises vraiment hors normes qui ne ressemblent pas du tout, je sais pas, aux magazines pour lesquels j'ai pu travailler. Tout ça. Mais ça fait longtemps que j'ai pas bossé pour des magazines, donc je sais pas comment ils fonctionnent aujourd'hui. Je pense qu'ils ont beaucoup de CDI. Quand ils tiennent un journaliste, ils le mettent en CDI, ils le gardent. Tu vois, Julien Tellouk, par exemple, ici, il est en CDI. Voilà. Et puis nous autres animateurs, Genius, Kayane, Kittis, moi, on vient chaque semaine, on a un contrat chaque semaine. Voilà. Qu'est-ce que c'est une journée type d'un testeur? Genre des réunions, prendre vous en jeu et tout. Il y a un truc auquel on pense pas, mais il y a beaucoup de mails en fait, beaucoup de communication pour recevoir les jeux, pour organiser des choses. Moi je participe à des salons, donc l'organisation de salons, ça prend du temps.
voilà, rien qu'être en contact avec les attachés de presse et tout ça, la phase de récupération des jeux, elle est déjà assez compliquée. Alors une fois que tu es connu et installé, bon, ben voilà, ça arrive automatiquement, mais tu reçois des dossiers de presse, de tout ce qui se passe, etc., des gens qui te demandent des tas de trucs, donc il y a une bonne partie de la matinée, on va dire, qui est consacrée à répondre aux mails, quoi, tout simplement. Et je sais pas, moi j'en ai plus de 200 par jour, j'imagine que les autres ça doit être un peu moins, mais c'est quand même beaucoup. Quand tu as 200 mails, rien que les regarder déjà, sans même répondre, ça prend déjà au moins 1 heure, juste les lire. Donc si tu dois répondre, il y en a sur les 200, tu n'as pas à répondre aux 200, mais il y en a au moins 50 où il faut vraiment répondre. Là, ça prend du temps. Donc ça, c'est un truc important. Donc c'est important d'avoir un réseau et de ne pas le lâcher, et de toujours être en contact avec les gens. Donc ça, c'est important. Après, évidemment, pour un testeur de jeu, il y a le test du jeu, le fait de jouer, tout simplement. Sauf que ça se fait pas comme les gens qui achètent des jeux. Donc, je vais donner un exemple très simple. Quand j'ai commencé ici, j'ai dû tester Tomb Raider avec Lara Croft. Voilà. Tomb Raider, n'importe qui joue, tu te dis c'est super, il y a cette scène incroyable où elle est poursuivie par une grosse boule en pierre comme dans Indiana Jones, que quand tu es joueur tu vis ça, c'est génial, t'échappes à la boule et c'est super. Moi en tant que journaliste, mon boulot c'est de montrer Lara Croft avec la boule qui court derrière, d'accord? Et il faut que je filme cette image. Pour filmer ça dans Tomb Raider, si tu cours trop vite, on ne voit pas la boule à l'écran, la caméra ne la cadre pas en fait. Donc il ne faut pas courir trop vite pour qu'on voit la boule. Mais si tu cours pas trop vite, tu te fais écraser par la boule. Donc tu vas faire ce qu'aucun joueur ne fait, c'est-à-dire courir, mais pas trop pour qu'on voit quand même la boule à l'image. Et dans Tomb Raider, si tu te souviens, les points de sauvegarde, c'est des cristaux qui sont tous les 3 km. Et évidemment, la boule, elle est à la fin, juste avant la sauvegarde. En fait. Donc quand tu rates une fois, tu te retapes 20 minutes de plateforme jusqu'à l'endroit de la boule. J'ai fait ça 8 fois, je crois, pour avoir la séquence que je voulais et tout ça. Ça, aucun joueur ne le vit, si tu veux. C'est un truc très pénible pour les testeurs. Et encore, quand tu as la chance d'avoir des sauvegardes, il y a des choses qui s'écrasent. La sauvegarde s'écrase au fur et à mesure, pour nous, c'est terrible. Parce que soit tu filmes tout et puis après tu fais le tri, ça pose vraiment des problèmes. Donc déjà, dans la façon de jouer, t'es pas totalement dans le jeu. Puis tu notes aussi mentalement les arguments que tu vas avoir. Tu dis, les graphismes sont vraiment déments, c'est moins bien ou mieux que tel ou tel autre jeu. Les vannes sont rigolotes. Alors il y a une vanne qui vient de passer, tu vas la noter sur le côté pour t'en souvenir. Enfin, tu vois, on joue pas du tout comme un joueur normal. Ça, c'est le premier truc. En fait, surtout le temps. Par exemple, moi, pour No Life, je teste 4 jeux par mois. D'accord ? Donc, a priori, c'est mon émission hebdomadaire. Tout est tourné le même jour. Les 4 émissions du mois sont tournées le même jour. Tu vois ? Donc, ça veut dire que j'ai un mois pour préparer la journée de tournage. Donc, on va dire, j'ai 1 semaine pour chaque jeu. Pour préparer chaque jeu. Sauf que j'ai pas que ça à faire, je travaille aussi pour Game One, je travaille aussi pour Micromania, etc. Donc concrètement, j'ai 1 jour ou 2 pour un jeu. C'est très très peu quand tu fais un Final Fantasy ou un Skyrim ou un truc comme ça. D'accord ? Le mec il a acheté 60 €, lui il va y jouer pendant 1 mois, tous les soirs, etc. Moi je vais avoir 2 jours à tout casser, dans le meilleur des cas, pour préparer le jeu. Je vais faire ça la première semaine, je vais faire, je sais pas, Plants vs Zombies. La deuxième semaine, je vais faire Call of Duty. La troisième semaine, je vais faire Rainbow Six. Et la 4e semaine, je vais faire Unravel, par exemple. Et au bout de ces 4 semaines, je me retrouve avec la journée de tournage où je dois jouer à ces 4 jeux. Sauf que le premier, ça fait 4 semaines que je n'ai pas joué. Tu vois ? Donc j'ai des réflexes que toi, que tu as en tant que joueur, parce que tu y joues tous les jours, je les ai plus. Je suis obligé la veille de reprendre les 4 jeux et de me remettre un peu dans le bain pour être prêt le lendemain. Mais je ne suis pas du tout dans les conditions d'un joueur normal, qui va plier le jeu dans tous les sens, qui va être très fort, qui va faire que ça, qui va jamais lâcher le truc. Nous, mécaniquement, on a moins de temps qu'un joueur pour tester les jeux, et alors que c'est notre boulot, tu vois. Il y a quand même un paradoxe. Et les joueurs seraient en droit de dire, le mec qui a testé le jeu le connaît moins bien que moi. Ce qui est le cas dans 90%. Là, Rainbow Six, j'y joue pratiquement tous les soirs depuis 3 mois, et je connais bien mieux Rainbow Six que le jour où j'ai fait l'article sur Rainbow Six. Tu vois. Mais pourquoi ? Parce que j'y joue pour mon plaisir, là, en tant que joueur, tous les soirs, parce que j'aime ça. Mais je peux pas faire ça pour tous les jeux. Donc je choisis ceux que je préfère et je finis 4-5 jeux dans l'année, parce qu'une fois que le test est fait, je reprends le jeu et je continue à jouer jusqu'à ce que j'en ai marre, quoi. Voilà. Donc tu vois, il y a une grosse différence. Les gens imaginent qu'on est payé pour jouer, c'est cool, on joue et puis c'est tout. Donc déjà la phase de jeu est différente, et puis après il y a l'écriture. Donc ça c'est encore autre chose. Il faut écrire le test. Si c'est un montage vidéo, il faut aussi que tu filmes le jeu.
Donc ça, je peux dire que c'est une tannée, comme je t'expliquais pour Lara Croft. C'est souvent très pénible de filmer un jeu, hein, même si tu l'as beaucoup aimé, tu peux te ressortir par les trous de nez quand tu essaies de filmer des choses qui sont difficiles à filmer. Puis sans compter qu'il faut aussi être bon pour arriver à avancer dans le jeu. Si tu joues à Bloodborne, tu vas bien galérer et ça prend vraiment du temps. Donc il y a la saisie des images de jeu en soi, c'est encore un autre boulot. Et puis après, une fois que tu as écrit ton texte, alors ça dépend des gens, mais moi souvent je faisais pas le montage moi-même, mais je donnais des indications au monteur. C'est-à-dire que j'avais le jeu que j'avais filmé et je mettais des timecodes pour dire au monteur à tel moment il y a tel extraterrestre, à tel moment il y a telle vanne que j'ai entendu que j'avais noté sur mon carnet. Et tout ça est intégré à mon texte en fait, pour que ce soit fluide et que ça fasse un truc un peu sympa. Voilà. Donc journée type, c'est un peu ça. Répondre aux mails, jouer au jeu, écrire, filmer le jeu et puis donner des indications de montage ou parfois monter soi-même. Sachant que je vois bien que tout ça ne rentre pas dans une journée en réalité. Donc, la réalité du truc, ça s'étale sur une... Si tu veux bien faire un test, je pense qu'il faut au moins 3 jours, 2 jours pleins de jeu, vraiment où tu fais que ça. Tu réponds pas au téléphone, tu fais que ça. Et une journée d'écriture. Donc si tu peux arriver à une semaine pour un seul jeu, est-ce que tu as d'autres choses à faire entre temps? J'ai juste une question. Comment on vous donne le jeu? On vous donne par mail ou c'est les éditeurs qui nous les envoient. Donc, alors, de mon temps, ils envoient des préversions. Parce que dans la presse écrite, tu as un mois de décalage entre le jour où tu écris ton article et le jour où il est publié. Donc je sais pas si t'imagines, je sais pas, le Star Wars Battlefront sort, si tu l'as le jour de la sortie, ton article il est publié un mois après. Donc avant, les éditeurs envoyaient les jeux aux journalistes un mois avant la sortie. Pour qu'on ait le temps d'écrire, de jouer et de proposer l'article en même temps que la sortie. Aujourd'hui avec Internet évidemment tout va beaucoup plus vite. Et du coup les éditeurs parfois n'envoient pas les jeux du tout. Ou quand ils sont mauvais par exemple, ils n'aiment bien pas les envoyer, ils croient qu'on va pas les voir mais bon. Et souvent, de plus en plus, tu as le jeu le jour de la sortie, comme tout le monde. Donc ça, pour le journaliste, c'est vraiment une tannée. C'était pas comme ça avant, c'est en train de devenir comme ça. Les éditeurs, les lois du marketing, ça. En fait, comment se passe un test? Qu'est-ce que vous écrivez dans votre rapport Dans le texte, tu veux dire? Oui. Moi, je pars du principe qu'il faut parler aux gens comme on leur parle dans la vraie vie. Si demain, tu viens me voir et tu me dis « Alors, j'ai envie d'acheter Uncharted 4, est-ce que c'est bien ?» Je vais te dire au téléphone ce que je vais écrire. Voilà. Il n'y a pas plus simple compliqué, il faut juste dire ce que tu as ressenti. Si possible, mettre un peu d'humour parce que ça aide aussi à. Tu vois, si le test est juste une description du jeu avec il y a tant de niveaux, tant de personnages, on peut prendre une jeep, un fusil de sniper et tout, ça n'a pas d'intérêt. Si tu prends. Parce que tout le monde aura le même test, que ce soit jeuxvideo.com, Canard PC, nous à Game One, voilà. Donc il faut mettre un peu de personnalité là-dedans. Et chacun met son grain de sel. Moi je suis très fan de Canard PC, j'adore lire leurs articles. C'est toujours super drôle, super bien écrit quoi. Donc tu vois, rien ne te différencie des autres parce que le truc de départ, la matière première c'est la même, c'est le même jeu. Donc qu'est-ce qui va faire que tu vas lire le test d'un journaliste plutôt que celui d'un autre? C'est la personnalité de ce journaliste, sa façon de voir les choses, l'expérience qu'il a et sa sincérité aussi. S'il te dit c'est génial alors que c'est de la merde parce que l'éditeur lui a demandé de dire que c'était bien, tu vas lire un article mais tu n'en liras pas deux. Donc il faut être honnête et sincère, le plus sincère possible dans ce que tu racontes aux gens. Quoi. Y a-t-il des horaires dans l'histoire du jeu? Je sais pas. A priori non, alors sauf quand tu es salarié comme par exemple Julien qui travaille ici, donc lui a des horaires de bureau normal. Quand tu es pigiste, c'est toi qui organises tes horaires, après on te donne des jeux, tu passes à la rédac, on te donne les jeux à tester, je sais pas, pour la semaine, tu les fais dans la semaine et puis tu reviens à la fin de la semaine tu rends les jeux, parce qu'on ne les garde pas, et puis tu rends ton article avec. Voilà. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? L'avantage, tu restes quand même payé pour jouer, moi je trouve que c'est quand même assez fascinant comme boulot, donc ça c'est assez génial, c'est vraiment un truc, quand tu es passionné, c'est vraiment un truc, tout le monde rêve d'être testeur de jeux vidéo aujourd'hui, tous les gens qui aiment le jeu vidéo rêveraient d'être payés pour essayer des jeux, c'est quand même un truc super. Puis surtout pour donner son avis ensuite, faire l'andouille, voilà, mettre ton grain de sel, ta personnalité, t'exprimer à travers ça, c'est important. Donc pour ça c'est vraiment fabuleux, moi je trouve que c'est un métier génial. Ça fait 25 ans que je le fais, tu vois, tous les matins je me lève en me disant mais quelle chance j'ai de travailler là-dedans.
tu travailles avec des gens passionnés aussi, ça c'est important, c'est pas tous les métiers, il y a des gens qui font des boulots, ils en ont rien à foutre. Nous ici, tous les gens qui travaillent ici sont des fans de jeux vidéo, aiment ça passionnément depuis qu'ils sont tout petits, donc on a en plus des points communs. En fait, tu as des relations amicales avec les gens avec qui tu travailles qui se font très facilement. Donc c'est vraiment un milieu très sympa où les gens s'aiment bien, partagent la même passion, jouent ensemble le soir. Et puis le truc aussi, c'est des gens très jeunes. Moi je suis vraiment le plus vieux, mais la moyenne d'âge dans ce milieu doit être de peut-être 20-25 ans, tu vois. Donc c'est quand même des gens très très jeunes. Donc c'est très très agréable de travailler dans ce milieu. C'est correctement payé par rapport à, je ne sais pas, mais si tu travailles dans une usine ou dans un abattoir, voilà, ils mériteraient de payer mieux que nous, ces gens-là, je pense. Et pourtant, on est mieux payé qu'eux. Pas non plus, c'est pas les salaires de la télévision, des trucs comme ça. Il y a vraiment, les gens imaginent parce que c'est la télé ou parce que c'est des magazines ou la presse qu'on est surpayé, c'est pas le cas. Je pense que la moyenne, ça doit être un salaire de prof, tu vois, c'est à peu près ce truc-là. C'est pas mal, c'est mieux que plein de gens qui font des métiers vraiment pénibles, mais c'est pas non. Les inconvénients, comme je te disais, mécaniquement, tu n'as pas vraiment le temps de jouer aux jeux vidéo autant que tu voudrais en fait. C'est-à-dire que quand tu veux jouer aux jeux vidéo, c'est en plus de ton travail. Tu joues toute la journée aux jeux vidéo pour le boulot, et après, tu joues pour le plaisir. Donc moi, j'ai du mal à faire comprendre ça à ma femme. Mais t'as joué toute la journée, tu n'as pas encore joué? Bah oui, mais c'est un vrai métier. C'est que voilà, on est à la limite moins bien loti qu'un joueur qui va acheter son jeu 60 €, il va y jouer pendant 3 mois, il va le plier dans tous les sens et après il passera au jeu d'après. Nous, il y a tellement de choses à faire, à tester et tellement d'à côté à gérer qu'on ne peut pas jouer comme un vrai joueur en fait. On peut sur notre temps libre. Et le temps libre, on n'en a pas beaucoup parce que c'est des métiers. Enfin voilà, moi je travaille. Là, ça fait 3 semaines que j'ai pas eu de week-end. J'ai travaillé non-stop du lundi au vendredi et les week-ends j'étais sur des salons pendant 3 semaines. Mon premier week-end, c'est. Donc, et je suis pas le seul, hein, il y a plein de gens où c'est pareil. Tout le temps comme ça. Donc l'inconvénient, c'est passionnant, mais ça te bouffe un temps incroyable, ça bouffe ta vie privée, ça bouffe tout le reste. Ça prend le pas, comme beaucoup de passion en fait. Après, tu as la chance de pouvoir faire de ta passion ton métier, tu vas pas te plaindre. Mais voilà, tu le fais pas, mais voilà, c'est ça le gros inconvénient. C'est tellement passionnant que tu as vite fait d'être happé par ça et ne plus penser et vivre que pour ça. D'accord. Comment et pourquoi avez-vous choisi ce métier? Moi j'ai fait des études je pensais plutôt être journaliste ou créatif dans la pub, j'aurais bien aimé faire ça. Mais j'aimais bien les jeux vidéo, puis j'aimais bien écrire. Tu vois, déjà j'avais des petites prédispositions pour ça, je faisais un peu de BD quand j'étais petit, j'aimais bien écrire des scénarios et tout ça. Donc un jour tout simplement dans un magazine qui s'appelait Micronews, il y avait une petite annonce, ils cherchaient des testeurs. J'ai répondu à la petite annonce et puis ils ont regardé le test que j'avais envoyé, parce qu'il fallait envoyer un test pour... c'était pas un CV, tu vois, ils demandaient un test de jeu, ce qu'on voulait. Et ils ont trouvé que mon test était bien écrit, donc ils m'ont dit, bah viens, on va te donner 2-3 jeux, tu vas les tester, tu vas écrire le truc, si c'est bien écrit, on le publiera, et on te paiera évidemment. Et puis si ça nous plaît, bah tu viendras régulièrement, et c'est ce qui s'est passé. J'ai ramené mes 3 tests en une semaine. Donc déjà rien que ça, faire 3 jeux en une semaine, les gens ne se rendent pas compte, mais je te dis demain, voilà, on est lundi, je te donne 3 jeux, et vendredi tu reviens avec les 3 tests. Bah déjà tout de suite on visualise un peu la difficulté de ce travail en fait. Contrairement à je suis payé pour jouer, tu vois, là tout de suite ça parle quoi. Et puis voilà, donc les 3 ont été publiés, et puis après ils m'en ont donné 3 autres. Et puis à la fin de l'année scolaire, quand j'ai fini mes études en fait, ils m'ont dit bah en septembre si tu veux venir travailler avec nous à plein temps, viens. Et là j'ai eu un CDI direct, à l'époque il y avait beaucoup, on avait encore des CDI. D'accord. Vous jouez sur vous testez sur quelle plateforme? Toutes. On est obligé, et puis c'est aussi pour le plaisir. Déjà, naturellement, pour le plaisir, bah, moi j'ai toutes les consoles parce que j'aime ça, donc je peux pas me passer d'un Mario Kart, donc il faut une Wii U. J'adore la PlayStation, donc une PlayStation 4, et puis la Xbox One aussi, parce qu'il y a des trucs bien aussi, donc voilà. Il n'y a que le PC, je fais pas de PC, mais ça c'est par choix personnel. C'est trop chiant de devoir sans arrêt rajouter des cartes graphiques, des cartes mémoire et tout, ça me saoule. Donc, comme je suis une grosse feignasse, je préfère travailler sur console, mais les autres testeurs font aussi bien PC que console. Moi je suis un peu gâté si tu veux, comme ça fait longtemps que je fais ça, je choisis les jeux que je veux tester, c'est vraiment moi qui choisis quel jeu je veux faire, et puis je choisis sur quelle plateforme je vais tester aussi. Quand t'es pigiste, on te dit tu vas me faire ce jeu de hockey sur gazon pour vendredi, bah tu fais le jeu de hockey sur gazon même si ça te fait chier.
Que vous a-t-il appris ce métier? Déjà être à l'aise avec les gens, mais parce que je fais de la télé donc c'est un peu bizarre, mais j'étais un ado plutôt renfermé, j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais pas très rigolo, ou tu vois, ça a affirmé ma personnalité en fait, le fait d'être en confiance avec des gens. Quand on a fait Level 1 par exemple, c'était dans une pièce qui n'était pas plus grande qu'ici, tu vois, au début. Et Pierre Boulet était derrière la caméra. Et donc moi, mon but c'était de faire rire Pierre Boulet. Et du coup, j'oubliais qu'il y avait une caméra, tu vois. Et à l'antenne, ça fait un gars qui te parle comme on se parle dans la vraie vie. Et ça fait pas un animateur télé. Donc pour moi, c'était plus facile de m'adresser à Pierre Boulet. Et pour les spectateurs, bah, ils avaient l'impression que je leur parlais à eux directement. Donc c'était bénéfique pour les deux. Et ça m'a aidé à me poser. Quand j'étais ado, j'aurais pas imaginé de pouvoir parler en public ou même ce qu'on fait là, tu vois, ça m'aurait beaucoup intimidé. Sur les salons, tu m'as vu, je monte sur une scène où il y a peut-être 3000 personnes dans la salle, j'ai pas les genoux qui tremblent ni quoi que ce soit. Je suis en confiance parce que les gens me suivent depuis longtemps, ils m'aiment bien, je sais qu'il peut rien se passer de grave, même si je merde, même si je bafouille, même si je joue mal, ça va les faire marrer, donc j'ai vraiment une confiance dans le public qui me regarde qui fait que j'ai pas le trac, j'ai aucun stress. J'ai vraiment l'impression d'être toujours entre amis en fait. Toujours garder cette idée il y a un ami derrière la caméra. Et puis ces amis virtuels sont devenus un peu mes petits amis, comme je les appelle, et on a un lien qui est très très proche, qui n'est pas du tout celui des stars de la télé habituellement. On a un lien très direct et très simple. Quelle a été votre meilleure et pire expérience en tant que testeur? Une des meilleures, c'est d'aller à l'E3 chaque année, c'est le salon où tu peux découvrir tous les jeux vidéo. Au mois de juin, tu vois les jeux qui sortiront à Noël, en novembre-décembre. Tu as presque une demi-année d'avance, c'est assez génial. C'est à Los Angeles, c'est à Hollywood, donc c'est vraiment un truc super de pouvoir aller là-bas. C'est aussi la chance de ce métier, hein. Parfois tu fais des reportages à l'autre bout du monde, soit au Japon, aux États-Unis, tu peux aller voir des jeux en train de se fabriquer, tu es au contact des gens qui les fabriquent. C'est pas le tout de critiquer, parce que ça aussi c'est facile de faire une critique de jeu, mais il faut aussi voir comment ça se fabrique et la difficulté, ça c'est un autre sujet, mais c'est incroyable la façon dont on fabrique un jeu, c'est beaucoup d'efforts pour plein de gens, donc c'est facile de dire c'est de la merde, achetez pas, quand tu as 200 personnes derrière qui ont travaillé pendant 4 ans dessus, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes tous, donc c'est difficile. Donc c'est intéressant de voir comment les gens travaillent, comment on fabrique des jeux, ça aussi ça m'a beaucoup appris ce côté-là. Et la pire, Superman de Titus sur Nintendo 64, c'est un des pires jeux que j'ai jamais vu. Et c'est une galère incroyable. T'as Superman et il doit juste passer dans des anneaux. Voilà. Et il est terrible ce jeu. Et moi je l'ai fait en level 1 à l'époque et c'était chiant. Puis il n'y a rien à faire, tu vois. Un level 1 ça durait 20 minutes, il n'y avait que des. Il fallait passer dans des anneaux et tu n'y arrives même pas parce qu'en plus c'était injouable. Enfin, insupportable ce jeu. Mais après ça fait une bonne émission parce qu'on en rigole, tu vois. Mais du coup, ça reste un bon souvenir quand même. Mais voilà, en tant que jeu, je crois que c'était le plus pénible à tester. Et quelles sont les relations avec l'entreprise pour vous? Genre, vous entendez bien avec tout le monde? Ah, tu veux dire, on n'est pas en contact avec les gens? Nous, on est en contact avec tous les techniciens qui font qu'une émission se fait, les ingénieurs du son, les garagistes, réalisateurs, etc., monteurs, voilà, pas de truc. On est en contact direct avec le directeur des programmes, avec les gens qui décident. Mais après, tous les trucs un peu annexes qui sont pas du jeu vidéo pur, on se croise dans les couloirs, on va manger à la cantine ensemble, mais c'est pas, on n'a pas de relation de travail avec eux directe. Peut-on effectuer des stages dans votre entreprise? Recrutez-vous actuellement? Oui, moi j'ai jamais réussi à faire rentrer aucun stagiaire ici. Pourtant, tu vois, ça fait 25 ans que je travaille là. Mais je suis un mercenaire, je viens ici une fois par semaine. Donc je suis pas là quand il faut remplir les dossiers des stagiaires et tout ça. Donc, de temps en temps, j'envoie un mail en disant ah, ce petit gars là, je l'ai rencontré sur un salon, il a l'air vraiment bien, il connaît bien les jeux vidéo, il serait bien chez nous. Ils prendront plutôt le fils de l'expert comptable, qui s'en fout du jeu vidéo, mais il faut qu'il fasse son stage de 3e, donc on va le mettre ici. C'est comme dans toutes les entreprises, hein, c'est du copinage, voilà. Alors des fois c'est bien, et puis des fois c'est con. Le petit gars, le fils du comptable, je m'en prends à lui, mais c'est pas, j'en sais rien en fait, mais il va peut-être prendre la place d'un gars hyper motivé qui aurait vraiment eu sa chance dans le jeu vidéo et qui aurait pu mettre un pied ici et commencer à voir un peu et se faire des contacts. Et puis dans 5 ans, quand on aura besoin d'un journaliste, on se dira ah mais le petit Kevin a été vachement bien. Alors que l'autre, on l'aura oublié. Mais ça, c'est le côté humain de toute entreprise. Tu peux pas y échapper.
Y a-t-il possibilité d'évoluer au sein de l'équipe? Songez-vous à évoluer les projets? Il n'y a pas des masses d'évolution. Quand tu es journaliste dans le jeu vidéo, tu vas être pigiste, on va dire. Comme moi au début, on te donne des jeux et tu les ramènes chaque semaine et tu es payé à chaque article. Si ça se passe bien, que les gens ont envie de te garder et te proposent un contrat, CDD, CDI, c'est mieux. Voilà, donc déjà tu es un peu un cran dessus. Après, tu peux être rédacteur en chef adjoint et chapeauter d'autres journalistes. Tu commences à moins tester les choses et à plus les donner aux autres. C'est toi qui vas être chargé de récupérer les jeux pour les journalistes et de les donner aux autres. Parce que moi, je te parlais de moi en freelance. Tu me donnes une journée type, ça c'est en freelance. Après, dans une rédaction, il y a un rédac-chef qui est là pour décider quel sujet on va faire, qui va le traiter et pour récupérer les jeux aussi. Donc tu peux être rédac-chef. Tu as un peu moins les mains dans le cambouis. Moi, j'ai jamais voulu le faire parce que je préfère tester un jeu que donner l'ordre aux autres de le faire. Ça ne m'intéresse pas. Mais tu es déjà un peu grand dessus et un peu mieux payé. Et puis après, tu as un rédac-chef où là, c'est toi qui dirige tout le magazine, qui décide de ce qu'on va mettre dedans, les rubriques, etc. Et là, c'est un peu mieux payé encore. Voilà. Mais tu vois, c'est pas, il y a trois niveaux de hiérarchie, c'est pas énorme. Donc, tu as peu de perspectives d'évolution, mais en même temps, comme ce que tu fais dès le début est intéressant, tu t'en fous un peu d'évoluer, quoi.